Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue en salle de trading, bienvenue sur dailyfx.fr, émission spéciale pour la publication de la première estimation du PIB des États-Unis au troisième trimestre. Alors on va être précis, il s'agit du taux de croissance aux États-Unis entre le troisième trimestre 2014 et le deuxième trimestre 2014. Le consensus du marché se situe à 3%. Il s'agit donc de la première estimation d'une série de 3 lectures qui seront disponibles d'ici la fin de l'année. Alors clairement, plus que jamais, depuis la disparition hier officielle du quantitative easing, des achats mensuels que la Réserve fédérale des États-Unis pratiquait, eh bien les statistiques économiques auront une importance majeure puisqu'il n'y a plus de filet de sécurité pour les agrégats de conjoncture économique. En clair, l'économie américaine doit faire la preuve de son retour en autonomie. Plus que jamais, ces chiffres économiques auront une influence sur les indices boursiers et surtout sur l'évolution du dollar américain qui a été acheté hier, mais je n'y vois pas encore le redémarrage de cette phase haussière puissante qui a eu lieu sur le dollar US sur les mois de juillet, août, septembre. Alors finalement, le dollar américain, depuis le début du mois d'octobre, eh bien c'est un range, une semaine il monte, une semaine il baisse. Il doit encore être en légère baisse d'ailleurs depuis le début du mois d'octobre. Reste que, eh bien, pour savoir si cette dynamique de fond favorable au dollar américain reprend, eh bien, la seule signal fiable serait une cassure journalière des 1,25 $ sur la paire euro-dollar, ce qui pour l'instant n'est pas acquis. Alors avertissement légal, négocier sur marge, sur le marché de devises comporte un risque, présentation à titre purement indicatif. Bienvenue donc à cette émission. Alors ce que je vais vous proposer, eh bien, c'est d'une part une traduction en français d'un paragraphe que j'estime majeur hier du communiqué de la presse, communiqué de presse de la Réserve fédérale des États-Unis. On se concentrera aussi sur les indices boursiers qui sont sous pression, alors pas forcément depuis hier, mais depuis le début de la semaine, notamment à travers la très mauvaise performance des titres appartenant au secteur banque-assurance en Europe. Quelque chose que vous pouvez voir à travers les performances des indices espagnols, italiens, MIB, IBEX, mais aussi le CAC 40 qui sont sous pression, avec potentiellement déjà le redémarrage de la tendance baissière de fond sur le MIB et sur l'IBEX. Alors voilà quel est le topo, quelle est l'introduction que je pouvais vous proposer. Commençons donc par le commencement. Eh bien, le consensus. Le consensus se situe à 3%. Après, tout dépend en fait des sites sur lesquels vous allez. En tout cas, le consensus est soit de 3%, soit de 3,1%. On va se contenter de cela. Alors, voici sous les yeux la traduction du troisième paragraphe du communiqué de presse de la Réserve fédérale des États-Unis. Un communiqué de presse surprenant, surtout si on a en tête les récentes prises de position de certains membres du FOMC qui laissaient plutôt penser que la Fed s'inquiétait de la hausse du dollar, que la Fed s'inquiétait de certains indicateurs de conjoncture économique. Et pourtant le consensus lui anticipait bien le basculement donc à zéro des achats d'actifs de la Fed. Donc voici la traduction de ce troisième paragraphe. Le comité de politique monétaire donc de la Fed juge qu'il y a eu une amélioration substantielle des perspectives pour le marché du travail depuis le début du quantitative easing. Donc là, d'une certaine façon, la Fed se flatte un peu puisqu'elle fait un lien direct entre ses achats d'actifs et les créations d'emplois aux États-Unis. Le comité de politique monétaire des États-Unis estime voir en l'économie américaine une force suffisante pour tendre vers le plein emploi dans le cadre d'un contexte des prix parfaitement stable. En conséquence, le comité décide donc de conclure, de terminer son programme d'achat d'actifs. Alors vous avez donc ici une suite de la traduction, mais en clair, la Réserve fédérale des États-Unis se montre extrêmement optimiste. Maintenant, il va falloir que l'économie réelle fasse la preuve de cet optimisme et plus que jamais, il va falloir surveiller bien sûr les chiffres de la croissance économique aux États-Unis, mais surtout les traditionnels indicateurs économiques US sur une base mensuelle, de fréquence mensuelle, qui influenceront grandement donc ce marché. Les marchés actions européens sont sous pression depuis le début de la semaine, essentiellement le MIB, l'IBEX, puis le CAC, finalement tous ces indices fortement pondérés en valeur bancaire, mais pas seulement, finalement les titres cycliques reculent. Alors c'est quelque chose que j'ai vu démarrer ce matin sur ce marché actions français. J'ai vu petit à petit les titres bancaires, mais aussi l'assureur AXA, basculer en tête du palmarès des plus fortes baisses. Et à un moment, j'ai vu le titre Société Générale et le titre ArcelorMittal occuper respectivement première et seconde place du palmarès des baisses. En clair, c'est clairement négatif, mauvais signe, voire même précurseur. Et ça a été précurseur donc de cette baisse du CAC 40 qui a rejoint donc ce niveau de support à 4060 points. Un niveau de support qui pour l'instant tient le choc. Pourquoi ces titres bancaires ont une importance pour l'indice CAC 40? Je vous rappelle qu'à E4, il pèse à peu près 16% du calcul mathématique donc de l'indice CAC 40.
mais surtout, eh bien, ces titres, ici, bancaires, et aussi donc le titre ArcelorMittal, eh bien, ont des bêtas supérieurs à 1 et des bêtas sensiblement supérieurs à 1, ce qui signifie qu'ils sont donc des valeurs cycliques qui sont en avance sur l'évolution du CAC 40. Le marché action représente le risque, les titres à fort bêta représentent au sein de ce marché risqué, eh bien, les titres les plus à même de représenter l'économie réelle, en tout cas la lecture qu'ont les investisseurs de l'économie réelle et de ses perspectives de croissance économique. Donc la structure aujourd'hui, je dirais, des composantes de l'indice CAC 40, mais aussi des marchés actions européens, c'est quelque chose d'assez négatif. Alors il nous reste 9 minutes, pendant 9 minutes, eh bien on va faire un panorama des graphiques en données 4 heures, puisque je pense que ces graphiques en données 4 heures, sachant qu'on a pour l'instant peu d'idées sur ce que sera le moyen terme, nous n'avons pas la réponse, nous ne pouvons pas vous dire là actuellement, en tout cas au sein de notre bureau de recherche, si le dollar américain a renoué avec sa tendance haussière de fond. Personne au fond ne peut le dire. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est qu'on peut attraper des trades d'une centaine de pips lorsqu'on sait vendre au contact d'une résistance ou encore lorsqu'on sait acheter un support. Le CAC 40, l'Eurostoxx 50, le DAX, le MIB, l'IBEX ont tous, j'ai vérifié, retracé 50% du choc baissier qui a eu lieu entre le début du mois de septembre, en fait le 19 septembre, et le 16 octobre. 50% retracement standard, c'est quelque chose que j'évoque depuis la fin de la semaine dernière, et pour le moment, le marché développe un range sous ce ratio de 50%. Quelle est la situation de ce range sur l'indice CAC 40? Il se situe entre le support horizontal à 4060 points et la résistance horizontale à 4147 points, 50% de retracement. Dites-vous bien que MIB et IBEX ont déjà assez nettement enfoncé la partie basse de ces ranges. Alors, je ne sais pas si MIB et IBEX sont précurseurs pour l'indice CAC 40, mais en tout cas, voici donc la structure de l'IBEX. On retrouve ici du MIB, l'indice italien. Alors lui, il y a carrément dans cet indice des valeurs bancaires qui perdent 8 à 9%. Alors pourquoi d'ailleurs, à quoi c'est dû? Puisque au fond ces résultats des tests de résistance des banques européennes avaient été jugés solides par la Banque Centrale Européenne. Dites-vous bien qu'en Europe il y a deux institutions qui permettent de juger l'état du secteur bancaire. Il y a tout d'abord l'autorité bancaire européenne, l'EBA, l'autorité bancaire européenne, qui est donc dirigée par Andrea Enria. Et vous avez donc la Banque Centrale Européenne. Et il s'avère que l'EBA et la Banque Centrale Européenne, donc l'autorité bancaire européenne et la Banque Centrale Européenne, s'opposent sur la lecture qu'il faut avoir des tests de résistance. C'est pourquoi ces valeurs bancaires sont sous pression et c'est pourquoi les marchés actions européens ont quitté ce rythme de reprise qui était particulièrement violent. Désormais, la phase baissière n'a pas redémarré. Sur l'indice CAC 40, il se situe donc dans ce range 4060-4150 points. Et finalement, nous sommes exactement dans la même lecture technique que nous vous avons proposé hier soir lors de cette émission spéciale dédiée au communiqué de presse de la Fed et donc à la fin définitive des achats d'actifs par la Fed. Il y a un indice qu'on peut utiliser pour avoir une vue d'ensemble des marchés actions européens. Il s'agit de l'indice Eurostoxx 50. Nous passons dans une minute sur les paires majeures, rassurez-vous. L'indice Eurostoxx 50, c'est la même configuration. Ce marché vous propose un range entre 2970 points et les 50% de retracement à 3044 points. Donc voilà actuellement quelle est la situation de l'Eurostoxx 50, du CAC. Je passe en revue l'indice S&P 500. Nous retrouvons, rappelez-vous, ce petit canal de hausse dont nous avions parlé hier. Le marché, avant le communiqué de la Fed, se situait dans la partie haute du canal. Il a rejoint la partie basse. Et donc un support horizontal intermédiaire ici à 1970. Wall Street ouvre à 14h30 cette semaine. Donc les marchés actions américains ouvrent dans une heure. Les marchés futurs sont déjà ouverts. Les salles de marché là commencent à se garnir aux États-Unis. Donc on constate déjà une augmentation de la volatilité réalisée sur ce marché. Le S&P 500 et ce chandelier 4 heures aura donc toute son importance. Car si ce chandelier 4 heures devait inscrire une clôture en dehors de ce canal, il y a de fortes probabilités que le marché revienne chercher 1925 points. Mais tant qu'on est dans le canal, on peut rejoindre les sommets historiques. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le marché des changes. Le dollar américain a-t-il renoué avec sa tendance haussière de fond? Eh bien, pour le moment, la réponse est non. La réponse est non, pourquoi? Car il n'a pas dépassé ces sommets qui ont été inscrits au début du mois d'octobre. Traduction, l'euro-dollar n'a pas cassé le support à 1,25 $. Alors, ce que je vais essayer de cadrer maintenant en utilisant ce graphique en données 4 heures, c'est ce qu'on peut appeler le rythme de marché intraday de cette paire euro-dollar, qui, somme toute, sur le plan chartiste, dévoile une lecture relativement limpide, je trouve.
Alors on va pas refaire l'histoire, ou refaire l'histoire peut sembler facile, cependant, admettons hier que la vente des 1,2770, que d'ailleurs notre analyste Romain Cap recommandait, eh bien était justifiée sur le plan technique, puisque les cours étaient à ce moment-là couverts ici par une oblique de résistance. Et quelques instants avant la publication du communiqué de la presse, nous avions ici une divergence négative sur cet horizon de temps 4 heures, observable sur les cours de la paire euro-dollar, au même moment où nous avions un phénomène inverse sur l'USD CHF. Alors bien sûr qu'après coup c'est facile, admettons que c'était au fond de chance sur deux, hormis peut-être la tendance baissière de fond de l'euro-dollar qui accordait peut-être plus de poids à ce scénario. Mais maintenant restons factuels. Hier nous étions peut-être sous cette résistance, maintenant voilà, nous avons ce canal ici sur l'euro-dollar. Faut-il l'acheter? Mais honnêtement c'est une chance sur deux, je n'en ai absolument pas la moindre idée. Ce que je sais simplement, c'est que tant que ce marché conserve les 1,25 $ sur l'horizon de temps journalier, eh bien l'euro-dollar n'a pas repris sa tendance baissière de fond. Alors, on a testé ce matin un bas de canal, peut-être que certains ont acheté le bas de ce canal ici, au même titre que peut-être que certains ont acheté le beau pullback de la UD-USD, mais moi j'ai envie de dire, il faut prendre ses bénéfices avant les chiffres. On ne sait pas où ça va, sinon c'est du casino. Donc ce matin, c'est intéressant d'avoir cette confluence ici de soutien sur la UD-USD. Maintenant voilà, on voit que ça retombe, il est tout à fait possible que la UD-USD reste dans son range et revienne ici chercher ce support ici en bas. Voici donc pour l'euro-dollar. Je vais quand même essayer de passer en revue les autres paires majeures avant le chiffre. Le GBP-USD, alors on constate quand même que le dollar américain reste solide en amont de la publication de ces chiffres. Le marché quand même là est en train d'intégrer un chiffre de la croissance économique aux États-Unis à peu près égal à consensus des 3%, nous verrons bien. Si je m'en tiens ici au graphique en données 4 heures du GBP-USD, eh bien pour l'instant nous avons un début de rejet sous cette nouvelle résistance des 1,60. Et finalement tant que ce marché se maintient sous 1,60, il est tout à fait en mesure de rejoindre ici les 1,59. Si le GBP-USD va à 59, l'euro-dollar il va à 1,25. Faut-il mettre un ticket acheteur au premier test des 1,25 $? Vous savez que j'apprécie en analyse technique ce principe du premier test. Indépendamment de toute configuration de moyen terme, j'aime le principe du premier test. Or, s'agit-il réellement du premier test des 1,25 $? Non, il ne s'agit pas du premier test, il s'agit ici du second test. La probabilité sera donc déjà moins importante que la première fois, hein, dans le cadre d'une stratégie d'achat. Alors, l'USD Yen, lui, a forcément relancé. Derrière l'USD Yen, attention, ce n'est pas le yen japonais, c'est uniquement le dollar américain, qui a donc hier cassé cette résistance à 108,30, qui fait désormais office de support. Nous avons rappelé hier que l'USD Yen restait pour l'instant bien encadré par ce canal haussier en place depuis le 15 octobre. Faudra-t-il vendre le premier test, un nouveau test des 110? Et c'est la même question que vous vous posez sur l'euro-dollar avec les 1,25 $, ou encore le GBP-USD avec les 1,59. Finalement, j'ai envie de dire, au regard de la force intrinsèque de certaines monnaies, c'est peut-être un nouveau test éventuel des 1,59 sur le GBP-USD qu'il conviendra d'acheter. Bon, les chiffres vont tomber, on prend connaissance de la réaction des marchés, et ensuite nous continuerons ce point de marché. Je vais laisser le GBP-USD, l'euro-dollar, le CAC 40, et ensuite eh bien, nous balayerons tous les autres marchés, suite à la publication du chiffre. Je vais découvrir comme vous l'impact. Sachant que maintenant, n'oubliez plus, il n'y a plus de filet de sécurité monétaire. Enfin, l'environnement des taux reste extrêmement bas, donc c'est quand même la base. Mais il n'y a plus d'achat d'actifs. Donc, eh bien, découvrons ensemble ce chiffre. Le consensus se situe entre 3 et 3,1%, donc en première estimation pour ce troisième trimestre aux États-Unis. C'est parti. Le chiffre va tomber, donc voilà. Dès que nous l'avons, n'hésitez pas de toute façon à le partager. Et puis on verra bien donc cette réaction du marché. Et il doit être intéressant puisque le dollar américain est soutenu, même fortement soutenu. Alors je vais mettre l'euro-dollar en grand. On constate un début de rejet sur le GBP-USD sous les 1,60. Nouvelle résistance, 1,2615. Nouvelle résistance de la paire euro-dollar. Et donc voilà, on va avoir bientôt la réponse à cette question. Faut-il mettre un ticket sur ce second test des 1,25 $? J'imagine que l'USD Yen monte en ligne droite en direction des 110 yens et c'est ce qu'il fait. Alors déjà, ne vous mettez pas en face au niveau actuel des cours. Si vous prenez l'USD Yen, il va aller chercher la partie haute de son canal, c'est 109,70, c'est un objectif évoqué hier. 109,70, 110, ça monte, on le laisse
filer devant 3,5%. Voilà donc eh bien, un bon chiffre, en tout cas supérieur au consensus. Un fort taux de croissance économique qui pour l'instant donne raison d'une certaine façon au communiqué de la Fed qui estime, comme nous l'avons vu tout à l'heure, que l'économie américaine était désormais suffisamment solide pour vivre sans les achats d'actifs. Alors, nous avons un dollar américain qui eh bien, reste dans sa dynamique en place depuis hier. Attention, encore une fois, j'estime qu'en l'absence de nouveaux sommets, c'est-à-dire dépasser les sommets du 3 octobre sur le dollar US, nous sommes encore dans un environnement de range. Mais ce qui signifie acheter les supports et vendre la résistance. Donc voilà. Alors pour le moment, dollar US me paraît bien orienté. Il est soutenu sur cet indice Dow Jones FXM Dollar Index par les 11 075. Il est en effet peut-être en mesure de revenir tester les 11 141 points. Ça c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Alors, rien n'est moins sûr. Je reprends ici le GBP USD. On voit qu'il y a de la volatilité. On travaille pour l'instant sous ce support ici, sous cette résistance des 1,60. Attention, euro-dollar et USD CHF n'ont pas quitté les canaux que je viens de vous présenter. Je vous rappelle ici donc l'eurodoll teste encore, ici c'est un 25,50. Alors un 25,50 c'est un niveau important en fait sur la base du cours de clôture jour, puisque les 1,25 en données journalières c'était une mèche basse. Donc on travaille en réalité le vrai point bas, enfin celui en tout cas qui est indiqué par le cours de clôture, 1,25,50. On voit que ça travaille, bon cependant les chiffres sont favorables à l'économie américaine. Je vais quand même prendre connaissance plus en détail de ces chiffres. Nous avons deux choses importantes. Alors attention, nous avons tout d'abord un indice ici des prix PCE qui ressort peut-être un peu inférieur au consensus. Donc attention au niveau des prix, c'est un peu décevant pour le dollar américain selon cet indice PCE qui est un indice des prix calculé par le département du commerce. Par contre la croissance économique, bon bah écoutez 3,5. C'est certes moins que le taux de croissance entre le T2 et le T1, mais c'est supérieur au consensus qui se situe à 3%. Donc, globalement, c'est plutôt favorable au dollar américain, mais je ne vois pas non plus un euro-dollar qui explose en ligne droite et qui est à 1,24. Je vois plutôt même moins de volatilité qu'hier. Donc, lorsque j'observe là ce début de réaction des cours, eh bien, je me dis que si le marché devait retester un 25, pourquoi pas. Bon, après c'est hyper agressif. Si on reteste un 25, on prend une position avec un micro-levier, un stop de 20 pips. Et puis si vous êtes dérangé par les achats d'euro-dollar au regard de la tendance de fond, il faut vendre au contact des résistances. Où se trouve maintenant la première résistance? C'est un 26,15. Un 26,15 et peut-être cette ancienne oblique de résistance ici. Donc entre un 26,15 et un 26,35. Finalement, n'ayant pas la réponse du moyen terme pour le moment, je ne peux que répéter l'importance des points et du timing. C'est-à-dire que, eh bien, on intervient uniquement au contact des points pour des trades d'une cinquantaine à 100 pips, ce qui est déjà intéressant, et pas davantage. Bon, l'USD CHF étant le miroir de la paire euro-dollar, eh bien, je vous ai parlé d'une résistance à 1,2615 sur l'euro-dollar. Vous retrouvez mécaniquement ce support ici à 0,9560 sur l'USD CHF, mais attention, on constate que l'USD CHF ne parvient pas à sortir par le haut de ce canal haussier à faible pente, dont vous avez l'équivalent à la baisse sur la paire euro-dollar. Mais somme toute, dollar US reste pour le moment bien orienté, sans pour autant avoir la force là d'accélérer en direction de ces sommets du début du mois d'octobre. Donc, il y a une forme de bémol, il va falloir un peu creuser la structure de la croissance économique US, prendre connaissance de ces différentes composantes, puisque le marché n'interprète pas non plus ces chiffres supérieurs au consensus comme finalement une carte blanche pour envoyer du lourd à l'achat sur le dollar US. On voit qu'il y a quand même une forme là d'hésitation. Voilà donc pour l'euro-dollar. Le GBP USD, l'hésitation on la constate aussi réellement, puisque, alors certes le marché se maintient sous les 1,60, c'est une nouvelle résistance, mais pour autant on n'a pas de rejet. Après voilà, je vais rester factuel, tant qu'en données 4 heures on est sous 1,60, ça peut baisser, tant que l'euro-dollar en données 4 heures est sous 1,2615, on peut tomber à 1,25, et tant que le USD-CHF est au-dessus des 0,9560 en H4, qui est mon horizon de temps de prédilection en ce qui concerne les stratégies de trading, eh bien ça peut tenir. Le NZD USD et l'AUD USD, eh bien parlons-en. Alors l'AUD USD finalement est peut-être celle qui depuis ce matin offre un peu plus de conviction dans le cadre d'un achat d'une paire en dollars. Pourquoi? Nous avions ce matin une confluence de soutien, l'ancienne
partie haute de ce triangle symétrique, et surtout ici, eh bien, la partie basse. Je vous rappelle que le point qui lie partie haute et partie basse, le point de convergence s'appelle l'apex, et finalement ce matin le marché est retombé sur l'apex. C'est ce point là ici, l'apex passant précisément à 0,8750. Le marché achète l'apex de la UDUSD, le marché achète aussi le support ici sur le RSI. Encore une fois, tout est question de points et de timing, je comprends plus que parfaitement qu'on ait voulu ce matin acheter 0,8760. D'ailleurs, c'est probablement des éléments qui ont été évoqués dans notre forum. J'y suis passé ce matin dans la section AUD-USD. Et donc finalement, de toutes les paires en doll, eh bien celle qui propose peut-être le point, le vrai point, avec un grand P, le plus intéressant depuis ce matin, c'est la UD-USD sur les 0,8760. C'est quoi l'objectif si vous avez payé 0,8760? C'est d'une part de revenir chercher 0,8825. Et moi je dis 0,8760, 0,8825, ça fait 65 pips, 70 pips. C'est très honorable. Et lorsqu'on encaisse, ça fait monter le capital. Donc voilà, c'est un peu comme ça, moi je vois les choses ces derniers temps. Apprécions ensemble la tenue de ce canal à faible pente sur l'euro-dollar et une réaction au fond satisfaisante sur les 1,2550 qui sont le point bas en cours de clôture de la paire euro-dollar. Donc 1,2550, le marché va probablement revenir tester cette résistance à 1,2615 $. Au même titre que GBP-USD tente de reprendre l'ascendant sur les 1,60. La clôture, chers auditeurs, pour envisager la suite des événements. Alors, il y avait quelque chose qui m'intéressait ce matin, c'est aussi un pullback que vous a proposé le marché, mais je suis un peu plus méfiant, cependant, c'est un pullback. Je regardais cette ancienne ligne de tendance là sur l'euro GBP, je suis moins à l'aise parce que j'ai une cassure ici sur le RSI. En tout cas, non, je ne vais pas exagérer, je ne vais pas vous en parler, il n'y a pas forcément quelque chose d'intéressant à faire, si ce n'est que l'euro GBP tient pour l'instant 0,7860 et qu'il peut peut-être rebondir en direction de 0,7890, mais là ça fait 30 pips. C'est peut-être pas hyper intéressant comme stratégie de trading. Les paires UNZD, nous en avons parlé hier, le timing c'était avant le communiqué de presse de la Fed, ça ne sert à rien de se faire mal et d'y revenir. Maintenant, parmi les autres paires qui m'intéressent, avant de répondre à vos questions, un coup d'œil sur le NZD-USD, ensuite bien sûr les métaux précieux, les matières premières, le pétrole, le gaz. Est-ce qu'on va pouvoir acheter le gaz aujourd'hui sur pullback? Peut-être. Peut-être que le marché vous donnera cette possibilité. 15h30, stock de gaz naturel aux États-Unis. Oui, c'est ça. Donc, le NZD-USD, alors nous avons vu la formation d'un support au niveau de l'apex de l'ancien triangle symétrique sur la UD-USD à 0,8760. Y a-t-il figure chartiste comparable sur le NZD-USD? Malheureusement, non. Cependant, j'apprécie finalement, ce n'est pas une divergence, mais dans l'esprit, j'apprécie cette réaction du NZD-USD sur ce support nouvellement formé ici à 0,7765 $. Bon, je préfère quand même la UD-USD pour ce que j'appelle l'achat d'un point. Et donc l'USD-Yen, eh bien, en plein milieu de ce canal de hausse, il peut tout aussi bien aller chercher la partie haute que effectuer un pullback en direction des 108,30. Nouveau support, faudra-t-il acheter les 108,30? Eh bien, je vais vous dire mon sentiment profond, j'ai envie de dire non. Si l'USDN y revient à 108,30, ça va pas me plaire. Il y a dans l'esprit une forme de divergence ici, sur ce nouveau sommet qu'a tenté de faire l'USD-Yen. Je ne serais pas du tout à l'aise avec un retour dans le bas du canal. Ça ferait trop de retours dans le bas du canal. Et voilà, après c'est mon opinion, je peux me tromper. Dans tous les cas, si jamais l'USD-Yen revient à 108,30, j'ai pas envie d'acheter. Voilà, pour cette raison-là en fait. J'ai comme un double top du RSI en zone de survente. Ça me plaît pas. Voilà. Ça ne me plaît pas. Donc, c'est compliqué de vous donner la suite des événements. Ce qui est certain, c'est que ça confirme ce qu'on pourrait appeler la stratégie du point. Voilà, je ne vois que ça à faire en ce moment. On constate que le marché ne renchérit pas forcément sur les achats du dollar. Cependant, on a besoin de confirmation. C'est-à-dire que euro-dollar, GBP-USD, AUD-USD doivent franchir des résistances en données 4 heures pour envisager une capacité de rebond technique. Et quand bien même l'euro-dollar ferait un rebond technique, depuis les 1,2550, il peut toucher 1,2615, éventuellement cette ancienne ligne 1,2650. Il faut prendre ses bénéfices tout de suite. Il faut prendre ses bénéfices parce que ça peut reverser cash. Personne ne le sait. Donc, voilà comment j'envisage les choses, intervenir en utilisant les points.
Les marchés actions européens, la lecture n'a pas changé depuis ce que je vous ai proposé tout à l'heure, à savoir un trading range sur l'Eurostoxx 50 entre 2970 points et 3045 points. 3045 points, 50% de retracement de la baisse 19 septembre-16 octobre. Le marché pour l'instant se porte légèrement à l'achat de la partie basse du range à 2970 points. Tout comme le marché se porte à l'achat de la partie basse du range sur le CAC 40 à 4060 points. Sur le DAX, c'est un peu moins limpide et plus compliqué de trouver un range. Cependant, vous avez ici une ligne de tendance. Alors, même pas en fait. Si je devais donner l'équivalent sur le DAX, ce serait quoi? Ce serait 8817, peut-être même 8000, enfin entre 8817 et 8850. Bon. Pour l'instant, moi, ce que je retiens, c'est que c'est qu'on est dans des ranges depuis le début de la semaine et que ces marchés européens sont toujours couverts par les ratios de 50% de retracement. Cependant, 4060 et 2970 sont des supports décisifs pour le marché action parisien et européen. Si vous avez acheté ces supports, moi j'encaisserai directement au contact de la partie haute du range, car nul n'est devin et n'a de boule de cristal pour envisager la suite des événements. L'Eurostoxx 50 défend âprement, le S&P 500 défend avec vaillance ce canal de hausse en place depuis le 22 octobre. Nous sommes ici sur un chandelier 4 heures qui le malmène puisque nous avons une mèche basse de marché en dehors de ce canal de hausse. En gros, en ce qui me concerne, la moindre clôture 4 heures en dehors de ce canal et je dis que ce marché peut revenir chercher le support à 1925 points. Ce qui serait forcément difficile pour la suite des événements sur les marchés actions européens. Mais pour l'instant, eh bien, on constate que au moment où nous parlons, nous sommes partout en plein milieu des ranges sur les indices européens. Les métaux précieux, les matières premières. Vous avez eu hier, ce n'était pas très impulsif, mais au fond peut-être s'agit-il d'un pullback. Nous avons eu des signaux techniques positifs que j'ai qualifiés être de court terme car n'étant pas très impulsifs sur les cours du pétrole. Alors le pétrole WTI notamment est sorti par l'eau de cette pattern latérale formée au-dessus des 80 $. S'agit-il d'un simple pullback? Eh bien au fond pourquoi pas? Pourquoi pas? Cela pourrait tout à fait correspondre à un pullback et donc d'une certaine façon pourrait faire des 81 $ niveau de support pour les cours du WTI. Il en est de même pour le Brent, mais bon, c'est moins attractif le Brent. C'est une espèce de forme latérale en triangle symétrique. Moi en réalité sur le Brent je vais plutôt m'intéresser à cette ligne de tendance ici. Cette ligne de tendance sur le Brent, mais je l'aime pas ce contrat en fait. Enfin, d'un point de vue technique, je le trouve nettement moins propre que celui du WTI. Maintenant venons-en au cours du gaz naturel, ensuite nous étudierons le cuivre, puis l'once d'or et l'argent. Le gaz naturel, il fait sa propre vie, suffisamment fort je pense pour se détacher de tous les mouvements sur le marché des changes, sauf hormis la publication à 15h30 des stocks de gaz naturel aux États-Unis. Je pense que ce marché, lorsque j'étudie mon graphique en données journalières, donne un signal très intéressant depuis hier. Nous avons tout d'abord ici la sortie par le haut finalement d'une ce que Nicolas appelle une tendance en ligne. Moi j'y vois davantage alors certes c'est pas un wedge, j'y vois un wedge. Et en fait j'apprécie la nature impulsive de la sortie, ce qui fait désormais des 3,70, 3,75 $ niveau de support. Alors certes nous avons depuis ici le mois de février 2014 une ligne de tendance qui couvre les cours, eh bien je vais décider de l'ignorer et finalement accorder ma confiance à ce que je vois plutôt ici sur le graphique journalier, sur ce potentiel que j'entrevois encore suffisamment élevé sur mon indicateur technique, ce qui va m'amener en fait à vous conseiller quelque chose que vous allez pouvoir juger dangereux du fait de la publication d'un indicateur économique concernant ce marché, et en plus un indicateur du marché physique, les stocks. En tout cas voilà ce que j'en pense. Ce que vous pouvez faire, ce qui est risqué, mais ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la volatilité qui sera réalisée dans le sillage immédiat à la publication des stocks de gaz naturel pour envisager un achat sur 3,70, 3,73. Qu'est-ce qui serait agressif, mais justifié sur le plan tactique? Laisser traîner un ordre d'achat limite dans cette zone. Quel serait son money management?
eh bien j'envisage un achat limite 3,73 et un stop sous 3,60. Peut-être est-il trop serré, mais je n'aimerais pas une vol qui le ramènerait sous 3,60. Alors disons sous 3,55. C'est justifié de laisser l'achat limite sur 3,73, le stop soit sous 3,60, ce que je ferais au fond, soit sous 3,55, et la target c'est 80. 80. Donc là, du point de vue du money management, c'est justifié. En tout cas, voilà là ce qui m'intéresse. Le bémol c'est quoi? C'est qu'on retrouve cette ligne de tendance baissière qui couvre les cours depuis plusieurs mois et qui passe à 3,85. En clair, est une ligne de tendance qui peut rassembler un intérêt vendeur de fond. Vous avez les éléments, une stratégie proposée, la décision de trading vous appartient, tout comme votre esprit critique d'ailleurs. Alors, maintenant venons-en aux métaux précieux et ensuite, eh bien, je répondrai à vos questions. Alors, l'or et l'argent. Hier, l'once d'or, ensemble, nous avons assisté à la cassure d'un niveau de support qui se trouvait à 1222 $. La cassure de ce niveau de support nous a permis d'envisager un retour sur un autre support, se situant un peu plus bas, entre 1200 et 1204 $. C'est un objectif atteint. En clair, le timing est désormais inexistant pour une stratégie de vente au niveau actuel des cours sur l'once d'or. C'est un objectif atteint pour ceux qui ont pu vendre. En fait, c'est une succession de signaux vendeurs ces derniers temps. Le dernier étant la cassure des 1234 suivi d'un pullback. Hier, on a cassé, on n'a pas fait pullback, on a cassé en ligne droite. Et on revient sur un niveau de support ici entre 1200 et 1205. Et en fait, c'est aussi cette ancienne ligne de tendance. Donc, c'est un objectif atteint. On est plutôt sur support. Irais-je pour autant acheter la l'once d'or? Eh bien non, j'ai pas envie. Enfin, en tout cas, je ne conseille pas cette stratégie. Nous avons l'argent qui teste actuellement ses plus bas annuels. Nous y sommes plus pile poil. Là aussi, c'est plutôt hier, cette tendance baissière de fond qui a démarré. Cependant, c'est comme l'euro-dollar. C'est-à-dire qu'on était dans un range sur l'argent depuis le début du mois d'octobre. Ce que fait l'argent, c'est comme si l'euro-dollar était retombé comme un couteau sur les 1,25. Donc là, les cours de l'argent testent les 16,65. Il n'y a pas de dip, il n'y a rien. Ça peut tout aussi bien tenir que casser en ligne droite. En tout cas, je ne l'achèterai pas. Par contre, nous avons désormais une nouvelle résistance à 17 $ qui pourrait être vendue si le marché retourne la chercher. Les cours du cuivre. Alors hier, je vais aussi être honnête sur ce que j'ai dit, j'avais évoqué que 3,10 était une résistance qui pouvait être vendue par le marché, mais qu'une extension possible était envisageable à 3,17. Il n'y a pas eu d'extension, le signal de vente est donné sur le copper, cassure de cette ligne de tendance sur cet indicateur de momentum qui est le RSI en données 4 heures, il y a du potentiel à la baisse, les cours du cuivre vont baisser. Je pense que les cours du cuivre ont donné un signal de vente, ici. Un certain nombre de lignes de tendance ont été brisées sur ce marché. Et je pense maintenant, je ne sais pas jusqu'où on ira, mais j'ai un signal ici sur les prix. J'ai un signal d'ailleurs précurseur de RSI. Et encore une fois, ce qui nous montre à quel point l'analyse chartiste du RSI peut être précurseur de celle des prix. Regardez, le RSI il a cassé ici, alors que le copper n'avait pas cassé. Donc voilà. Alors maintenant, moi ça me choquerait pas finalement que ça revienne à 3 $. Quoi. Donc, les métaux aujourd'hui sont vendus. Qu'il s'agisse d'ailleurs des métaux précieux ou des métaux industriels, je ne chercherai pas d'achat dessus. Vous avez compris, vous devez surveiller le canal ici sur le SP500 avec un risque de cassure et de retour sur le support à 1925 points. Les marchés actions européens restent couverts par le ratio de retracement des 50%, tentent ardemment de défendre des supports importants, notamment à 4060 points sur le CAC ou encore 2972 sur l'Eurostoxx 50. Si un jour ces supports cèdent, c'est la tendance baissière que vous avez tous connue entre mi-septembre et mi-octobre qui redémarrera. Ce que suggère d'une certaine façon l'étude du MIB et de l'IBEX. Mais là encore, on voit qu'il y a des acheteurs. Donc là en Europe, on attend la décision finale de Wall Street. C'est clairement ce qu'attend le marché. Alors, et l'USD CAD. Alors, l'USD CAD, c'est intéressant. On a une réaction négative sous cette ligne de tendance après avoir réagi positivement hier au-dessus de cette ligne de tendance. Je suis déchu sur l'USD CAD. J'attendais un test des indices 80 pour acheter. Et autant vous dire que j'y serais allé fortement.
Cependant, je n'avais pas vu hier cette ligne de tendance que m'a suggéré mon collègue Adrian qui passait à 1,1125. Ça a été acheté par le marché, mais attention, tout de suite les cours sont couverts par cette ancienne oblique de résistance. Maintenant, je pense que le SDK, là, il va rebaisser. Et il va retomber à 1,1120, voire peut-être cette fois-ci casser, et revenir à 1,1080. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est défavorable au dollar américain. Et honnêtement, si j'étais à votre place, je ne shorterais pas les 1,2615 de l'eurodoll. Franchement, non. C'est même possible que cette résistance soit franchie et que le marché retourne chercher les 1,2651. Alors jetons un œil à la UD/USD. La UD/USD, voilà, c'était peut-être aujourd'hui la stratégie de trading du jour, avec donc une belle réaction sur l'Apex ici à 0,8750 et il peut encore au moins attraper une trentaine de pips de plus. Voilà le topo que je pouvais vous proposer. J'espère que c'est suffisamment clair. Et maintenant, eh bien, nous allons... je vais passer en revue vos questions graphiques, éventuelles stratégiques. Vous pouvez donc nous recommander. Alors, ah oui, alors, Madame Yellen, tout à fait. Janet Yellen, en effet, s'exprime à partir de 14 h. Donc nous avons une conférence de presse là, qui est tout à fait importante, hein, à partir de 14 h. Donc on va être ensemble hein, pour voir la réaction du marché. Alors, le dollar américain ne monte... Alors, il n'y avait pas seulement les chiffres du PIB, il y avait des chiffres de l'indice des prix PCE. D'autre part, vous avez... ce qui est important, c'est d'analyser l'étude des composantes de la croissance. Hein. Donc, le NZD-CAD, P2 New Post de 0 Edge. Alors, ok. Le CPI en Allemagne, en effet, il y a beaucoup de choses à 14 h. Euro AUD, ok. Donc là, vous m'avez donné du travail, on va regarder ça ensemble. Sachant qu'à 14 h, il y en a fait un certain nombre de chiffres que nous allons suivre ensemble. Vous m'avez donné du boulot, je m'exécute. Et nous allons donc étudier l'euro AUD et le NZD-CAD. L'euro AUD. Alors, je vais aussi être transparent sur la stratégie, hein, il ne faut pas se mentir. Hier, je vous ai expliqué quoi? Je m'intéressais à un achat du premier test des 1,4115. Le premier test a été effectué ici sur 1,4115. L'euro AUD a gagné 100 pips. Même limite, je serais sorti avant. Je serais sorti au bout de 60 pips lorsqu'on est revenu chercher ici cette oblique de résistance. Alors vous allez me dire c'est facile, c'est après coup, peu importe. Moi j'explique cette stratégie que j'appelle la stratégie du point. On achète la première fois le premier test d'un 43,15, on prend entre 50 et 100 pips, on sort. Est-ce que maintenant on y revient? Non, absolument pas. C'est donc terminé. Et l'euro AUD donne plutôt l'impression de vouloir briser désormais ce support 1,4315 et potentiellement de revenir sur un 42,40. Je n'en sais rien, mais là il n'y a plus aucun point qui m'intéresse. Et d'autant plus que la UD/USD semble avoir maintenant la vigueur pour revenir en direction des 0,8830 $. De toutes les paires en dollars, la seule qui était intéressante ce matin, et où finalement ce n'était pas une chance sur deux, c'était la UD/USD. J'en vois pas vraiment d'autres. Peut-être le bas de canal sur l'eurodoll à 1,2550. Admettons que 1,2550 c'était quelque chose. Mais bon, il y avait quand même 0,8760 sur la UD/USD, c'était plus propre. L'USD CHF miroir au mon beau miroir de l'euro-dollar, donc avec un rejet dans la partie haute de ce canal, mais attention, support ici à 0,9560, pour autant j'ai pas envie de l'acheter, comme je n'ai pas envie de vendre un 26,15 sur l'eurodoll. Je n'aime pas ces points. Il y a des points importants, pour moi ces points ne m'intéressent pas. Alors, divergence potentielle en weekly sur l'argent. Alors, peut-être, j'ai pas regardé. Ce qui est certain, c'est que l'argent défend ardemment ses plus bas annuels. Ça, c'est un fait. Et qu'en effet, le marché peut revenir chercher 17 $. Alors après, on évoque des situations de divergence en données hebdomadaires. On aura besoin de la clôture hebdomadaire, mais je vais dans un premier temps... Non, je n'y vois pas de div encore en weekly, là, pour l'instant. Mais voilà, c'est certain que l'argent tient, pour l'instant, c'est 16,65. Après, si par exemple certains voulaient acheter les plus bas annuels avec la mèche qu'on a fait, vous êtes peut-être déjà sorti, hein, donc c'est un peu du casino. C'est comme l'once d'or, quoi, 1200, bon ok, voilà, mais bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ce qu'on doit au fond retenir, c'est que finalement, du point de vue du moyen terme, tout ce qui se passe depuis le début du mois d'octobre sur les paires majeures en dollars n'a absolument pas changé. C'est-à-dire que nous sommes dans des ranges 1,25 $, 1,2880 sur l'euro-dollar, ou encore ce range ici sur l'USD CHF. Range sur l'USD CHF
qui existe entre les 0,9285 et les 0,9689. Malheureusement, le marché cette semaine, en dépit de toutes ces nouvelles, ne nous a pas donné la clé du moyen terme. Donc dans 5 minutes, nous avons le début de la conférence de presse de la présidente de la Fed, ainsi que les chiffres préliminaires de l'inflation en Allemagne au titre du mois d'octobre. Donc ça c'est important. C'est-à-dire que dans 5 minutes, on a à la fois quelque chose qui est susceptible d'influencer fortement l'euro en tant qu'indice de devise, et en même temps une conférence de presse qui est susceptible d'influencer avec puissance la destinée du dollar américain. Donc ça va swinger, hein, autant vous dire. Eurocad, Euro CHF, c'est parti. Alors l'Euro CHF, j'ai toujours en fait cette figure ici qui m'intéresse. L'Euro CHF, il y a toujours déjà quelque chose à faire, c'est laisser traîner un ordre d'achat limite sur 1,20.35. 1,20.35 parce que j'ai étudié le nouveau spread FXECM. Il est suffisamment serré finalement pour vous offrir une exécution sympathique, mais si vous mettez 1,20.30, il y a des risques de ne pas être exécuté si le marché ça reste juste au-dessus. Cependant, ça c'est du moyen terme. À plus court terme, je m'intéresse toujours à cette espèce de biseau, et finalement à chaque fois que l'Euro CHF il teste la partie basse, c'est acheté. Donc 1,2049. Si on fait une mèche basse sur 1,2049, ça me donne envie d'acheter. Qu'en est-il de l'Eurocad? Eh bien on va étudier ce graphique en données 4 heures. L'Eurocad subit la loi sans appel du dollar canadien qui lui est soutenu. Dollar canadien qui lui est soutenu pour tout un tas de raisons d'ailleurs depuis maintenant la mi-octobre. Alors l'Eurocad vous intéresse pourquoi? Car il retombe en direction de ses plus bas ici à 1,40. Alors naturellement on va se poser cette nouvelle question: faut-il à nouveau utiliser le support des 1,40 dollars canadiens pour acheter? Eh bien tentons de répondre à la question à l'aide d'indicateurs techniques un peu standards, car comme vous je me pose cette question. Alors on va le décortiquer dans tous les horizons de temps. L'idée, notre job c'est quand même d'identifier à l'avance les points d'intervention intéressants pour y être si le marché les teste. Déjà, est-ce que le principe du premier test s'applique? Malheureusement non. Nous sommes au 3e test. C'est même le 4e. On a vu ce premier là début septembre, un nouveau test le 19 septembre et un nouveau test le 2 octobre. Donc là c'est pour la 4e fois que le marché retombera sur 1,40. Maintenant je vais passer sur un horizon de temps supérieur, voir si quelque chose j'ai sur l'indicateur technique RSI ici. Alors il y avait une précassure ici mais qui me dit simplement qu'on va retomber à 1,40. Je repasse ici, ça c'est ce que vous voyez le marché, on va à 1,40 c'est sûr, donc on n'achète pas 1,4077. Écoutez, pour le principe du point, peut-être si en effet on reteste 1,40, ça dépend de la façon dont on les teste, mais ça peut être intéressant. Après il faut coupler ça je pense avec d'autres paires en dollars canadiens. En clair, je vais étudier l'USD CAD, et bon, imaginons que si l'USD CAD se revient tester 1,1080 et l'Eurocad 1,40, pourquoi pas. Après il y a quand même un mouvement qui est favorable ici sur le dollar canadien, mouvement favorable sur le dollar canadien qu'on retrouve avec ce qui pourrait être finalement un pullback sur 80 $ sur les cours du WTI. Écoutez, jetons un oeil à l'indice devise. Alors déjà on regarde les chiffres de l'inflation en Allemagne et après on verra ce que l'on peut faire. Alors on va laisser l'Eurocad si ça vous intéresse. Mais en effet c'est un point, donc la première... alors, les chiffres de l'inflation en Allemagne. Alors là, je poste là vos graphiques que vous partagez. Le GBP-NZD, on va en parler. Alors, le CAC 40. Alors, ok, allez. Le XPT-USD, ok, on va regarder tout ça. Allez, à 14 h, les chiffres de l'inflation et puis le début d'une conférence de presse de Madame Janet Yellen pour la suite des événements. Après, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les mouvements actuels du marché, lorsque vous achetez le bon point, vous pouvez encaisser au bout de 40 pips. Hein. Enfin voilà, moi faites ça. Hein. Faites ce que vous voulez en fait. Nous avons un nouveau chandelier 4 heures, ça c'est la nouvelle. Les 14 h, nous avons un nouveau chandelier 4 heures. Le chandelier 4 heures de l'euro-dollar ne permet pas de refranchir la résistance d'un 26,15. Donc pour le moment, on n'a pas donné de signal sur la base de chandelier 4 heures. Par contre, le chandelier 4 heures de l'eurodoll confirme l'existence
à 1,2550 $ d'un support, partie basse de ce canal. Que me dit le chandelier H4 de la UD-USD? Là aussi, comme tout à l'heure, que ce marché peut tout à fait rebondir en direction des 0,8830. Bon, l'euro AUD, attention, ça m'intéresse plus, le niveau. Puis maintenant, l'euro CAD, je pense que rien ne va l'empêcher de baisser en direction des 1,40, et pourquoi pas, voilà. Vous pouvez, avec un petit levier, laisser traîner peut-être un ordre à nouveau sur les 1,40. Peut-être que si on retouche 1,40, ça va reprendre 60 pips de rebond, 70. Étant donné qu'on ne sait pas si à moyen terme ce sera un point bas, vous faites 1,40, 1,40, 70 et vous sortez. C'est le point. Voilà, c'est le point. Bon, donc là, l'eurodoll reste plutôt pas mal. Alors attention, le chandelier 4 heures du GBP USD porte en lui un certain nombre d'espoirs. Pourquoi ? Nous avons, c'est de manière marginale, mais un chandelier H4 du GBP USD qui finalement reconquiert les 1,60 $. Alors, c'est favorable. Mais c'est favorable, c'est tout ce que je peux vous dire. Le GBP USD ne me plaît pas aujourd'hui. Ce n'est pas comme la UD USD. Et c'est vrai qu'au vu de l'USD CAD, je pense quand même que le dollar va encore... USD CAD, je pense qu'il va revenir à 1,1120. Et que si cette fois-ci ça casse, ce sera pour rejoindre 1,1080. Donc c'est dans l'ensemble... et alors par contre attention, nous avons un chandelier 4 heures sur l'US dollar index qui est tout à fait négatif, qui laisse présager une baisse. Donc alors si, voilà, il faut l'admettre, nous avons un signal sur le chandelier 4 heures de l'USD index. Ce qui signifie que l'eurodoll, somme toute, doit être en mesure de revenir tester un 26,50. C'est en tout cas ce que semble me dire l'US dollar index, ce qui signifie une baisse à 1,1125 de l'USD CAD, ce qui signifie un GBP USD en mesure de revenir chercher les 1,6050, et ce qui signifie surtout un AUD USD en mesure d'une part de rejoindre 0,8830, mais peut-être le point de décrochage d'hier à 0,8850. Somme toute, il me semble raisonnable de viser ces objectifs cet après-midi. L'USD Yen va revenir chercher le support à 108,30, et donc l'ensemble de ces graphiques me disent en effet que nous avons un potentiel d'appréciation à peu près d'une trentaine à 40 pips dans l'heure qui vient sur ces paires en dollars. Alors les chiffres de l'inflation en Allemagne, je vais quand même en prendre connaissance car ils m'intéressent puisqu'il s'agit de la lecture préliminaire du niveau des prix en Allemagne au mois d'octobre. Et donc c'est un rythme de l'inflation un peu inférieur aux attentes. C'est un peu inférieur aux attentes. J'imagine que les indices boursiers ne doivent pas réagir très favorablement à ces chiffres. Ouais, c'est plutôt ça. Les chiffres de l'inflation en Allemagne ont plutôt tendance là à affaiblir les marchés actions européens, qui, vous le savez, sont sous la pression de leurs valeurs cycliques et bancaires. Alors, je vais me rendre sur le site internet d'un média que vous connaissez tous, pour constater que au moment où je vous parle, les deux plus fortes baisses du CAC 40 sont les titres ArcelorMittal et Société Générale. ArcelorMittal n'a pas forcément le bêta le plus élevé de l'indice CAC 40, ce n'est pas forcément le titre le plus sensible au risque ces dernières années sur le CAC, mais ArcelorMittal, pour tous ceux qui connaissent le marché action, c'est le titre qui reflète le risque du CAC 40, c'est comme ça. Et c'est pas bon signe. Quant à Société Générale, c'est tout simplement à la fois une valeur bancaire et d'autre part le titre avec le plus fort bêta du CAC 40, 1,65. Donc tout ça, c'est une invitation à ne pas acheter le CAC. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez acheté 4060, c'est bien, vous avez acheté un support. Donc on peut, je pense, utiliser ça comme des indicateurs. Après, en restant sur l'analyse purement technique, on va utiliser le S&P 500 et ce canal en données 4 heures qui donne pour le moment l'impression de céder. Et je pense que la UD-USD illustre bien ce principe de stratégie des points. Hier, vous avez peut-être vendu la résistance à 0,8899, mais on peut tout à fait aussi acheter l'Apex, la 0,8760. Il y a une résistance à 0,8830, peut-être que vous allez directement prendre vos bénéfices à 0,8830, car la UD-USD est un range entre 0,8660 et 0,89, un range à l'intérieur duquel il est impossible d'estimer où ira ce marché à moyen terme. Donc, les points. Voilà.
Alors, nous avons les chiffres. Alors, la stratégie du point, on aura l'occasion d'en reparler. Bon, alors, l'USD-CHF teste un niveau de support ici à 0,9560. J'ai pas envie de l'acheter au regard de l'USD Index et de l'USD Yen, comme j'ai pas envie de shorter un 26,15 sur l'eurodoll. Voilà, alors peut-être que ce sera la résistance, le point haut, ça, je sais pas. Mais moi, ce ne sont pas des niveaux qui m'intéressent. Je jetais tout à l'heure un œil au Bund. Il est tout à fait probable que sur la base de ce chandelier 4 heures, le contrat de taux allemand ait donné un signal d'achat. Nous avons ici la résolution haussière d'une structure en triangle, rectangle, sur le Bund en données 4 heures. Et je pense désormais que ce marché peut remonter en direction des 151. Finalement, le support à 150 a bien tenu. Aujourd'hui, nous constatons un élargissement des spreads de taux d'intérêt entre les pays dits core et les autres. En clair, il y a une hausse du rendement obligataire des pays du sud de l'Europe, alors qu'au contraire, le prix de l'obligation d'État allemand est acheté, ce qui signifie que ces taux baissent. Donc voilà, on a un signal d'achat court terme qui est donné sur le Bund et qui peut peut-être rejoindre alors d'abord les 151,25, peut-être 151,50. Bon, en tout cas, c'est un signal d'achat. Et maintenant, les 150,60, c'est un niveau de support. Donc, le copper, je pense qu'il va baisser encore. Le WTI, c'est peut-être un pullback et ça peut relancer. Maintenant, le gaz naturel, c'est sacrément solide. Le risque pour ceux qui ne sont pas à l'achat, c'est que les stocks de gaz naturel permettent au gaz naturel de casser à la hausse cette oblique de tendance baissière en place depuis février 2014. Et dans ces cas-là, ce sera trop tard. Voilà. Mais bon, ça, malheureusement, faut pas acheter n'importe où pour le principe d'acheter. Là, je ne vois que la stratégie d'un achat sur repli sur 3,70, 3,75. Donc maintenant, un petit focus sur le DAX. Finalement, le DAX est en plein milieu de son range. Moi, j'estime quand même que sous les 9120 points, qui sont 50% de retracement, il y a quand même un risque que ce marché retombe en direction des 8820. Donc tout ça, ce n'est pas très bon pour les marchés actions européens. Le NZD USD ne m'inspire pas. Autant le range de la UD-USD oui, autant le NZD-USD non. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire dessus. Alors les paires en NZD, Euro NZD et GBP NZD, eh bien hier je m'intéressais à ce niveau de support à 1,5970 que je n'ai pas eu sur l'Euro NZD, parce qu'il a fait 1,60. Et quant au GBP NZD, j'ai manqué on va dire à 5 pips près le point d'entrée hier, puisque je surveillais le support à 2,0231 et que le marché a fait 2,0243. Donc on forme un nouveau support à 2,0450, mais faut, c'est trop tard. On est revenu hier dans le bas du canal, voilà. Donc pour l'instant, Eurodoll, première touchette à 26,13 et déjà un début de rejet. USD-CHF, première touchette sur ce support à 0,9560 et déjà un début de mèche. Il n'empêche, l'USD dollar index en données 4 heures se retrouve désormais sous cette résistance à 11 075. Bref, je vous ai livré ma pensée sur tous ces marchés. J'espère que les choses sont claires. Il est 14h10. Je vous remercie d'avoir participé à ce point de marché. Tout à l'heure, nous suivrons avec attention les conséquences des stocks de gaz naturel sur les cours du gaz naturel à 15h30. Et puis voilà. Merci à tous. Bon après-midi et à demain.